Bonjour à tous, hein. Merci pour l'opportunité de discuter un petit peu avec vous aujourd'hui sur Adastra. Je vais vous présenter justement les travaux qu'on mène au Surfax sur la simulation de fermes d'éoliennes. Tout d'abord, je tiens à signaler évidemment qu'il y a mon nom, mais en fait c'est une collaboration. Surtout, on a un étudiant, Jérôme, qui c'est sa thèse. Et il y a les encadrants de thèse, donc Laurent Giquel, Nicolas Audier, Florent Duchesne, et un autre étudiant, Enzo de Sousa, qui ont participé à ces travaux. Et bien sûr, remercier le CINES de leur gentillesse et de leur support pour tourner sur ces calculs, donc Gérard et Bertrand notamment. Je me suis surtout concentré sur le contexte scientifique. Si vous voulez qu'on discute HPC, on aura l'occasion. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre justement qu'on a besoin d'énergie renouvelable. Sinon, il faut regarder les infos. À partir de là, évidemment, pour augmenter en fait la capacité, notamment des éoliennes, il faut augmenter la capacité d'extraction des éoliennes. Donc, il y a plusieurs solutions, notamment des nouveaux designs d'éoliennes, donc des tailles qui augmentent. Aujourd'hui, on a des éoliennes qui font 250 mètres de haut, des choses comme ça. Des nouveaux designs avec pas les pales qu'on voit aujourd'hui, justement, en venant sur Montpellier, mais genre des éoliennes horizontales, par exemple. Ou vibratoire, mais aussi en fait du coup des nouveaux sites d'extraction. Là par exemple des fermes d'éoliennes qui sont offshore. Là, si vous avez l'image sur la photo, c'est en fait une ferme au Danemark et c'est en fait la simulation qu'on essaie de faire. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors, pour réussir à optimiser, installer ce genre de choses, il faut comprendre donc l'aérodynamique d'une éolienne. Donc notamment en fait regarder pour avoir sa performance et comprendre en fait le sillage en fait d'une éolienne parce qu'évidemment, vous le voyez sur l'image, il y a un beau sillage. Et pour ça, donc du coup, il y a des outils d'engineering en fait à développer, à calibrer, à comprendre la physique. Alors, quand on commence à regarder une ferme d'éoliennes, il y a beaucoup de choses à regarder. En fait, il y a plusieurs échelles. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si vous voyez le diagramme en fait qui est en haut là, vous voyez en fait on part de l'éolienne qui est. Alors, est-ce qu'on voit ma souris peut-être? On voit ma souris, on voit pas ma souris. C'est pas grave. On voit le pointeur, c'est pas grave. Il a son voit. Voilà. Donc ici, vous avez en fait au niveau de la pale. Donc c'est comme un avion, ça on connaît assez bien. Les avions, ça fait plus de 100 ans qu'ils volent. On comprend assez bien. Par contre, on passe à l'échelle au-dessus. Donc là, c'est la partie rotative le roteur. Donc en fait, toute l'interaction de la turbine elle-même avec l'atmosphère et tout ça. Après, il y a l'interaction au niveau de la ferme elle-même, c'est-à-dire l'interaction possible entre les turbines qui se suivent ou qui sont à côté selon la direction du vent. Et pour finir, donc les échelles mésoscopiques et macroscopiques de l'atmosphère, parce que bon, le vent, c'est pas nous qui le générons normalement. Pour les travaux que je vais vous parler, évidemment, on s'arrête là, malheureusement. On a d'autres collègues qui travaillent sur la partie méso et macro, mais voilà. Maintenant, si on regarde donc du coup justement niveau depuis en fait le blade ici jusqu'à en fait la ferme, en fait il y a aussi des complications derrière à regarder, notamment parce que les éoliennes qui se retrouvent en fait dans une ferme, elles ne voient pas la même chose. Ici vous avez un petit schéma d'éoliennes, donc vous voyez les petites éoliennes ici, et vous avez en fait la couche atmosphérique, la couche limite atmosphérique, qui est donc c'est le vent, voilà, généré par le relief ou tout ce qu'il y a devant. Et après, derrière, vous pouvez en fait voir que les premières éoliennes ne voient pas le même écoulement. Elles voient en fait cette couche atmosphérique, commencent à induire une nouvelle couche limite. Et en fait, donc les éoliennes qui vont derrière, ils vont voir d'autres perturbations, ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit complètement développé. Donc celle-là, on peut dire que c'est à peu près la même chose, mais bon, il y a quand même une belle distance ici. Et après, évidemment, il y a le côté dissipation de ce sillage. Donc en fait, du coup, les interactions entre les différentes éoliennes nécessitent le fait de regarder plusieurs éoliennes, plusieurs lignes, plusieurs colonnes, et ça complexifie un peu la question. Donc aujourd'hui, si on regarde la simulation pour ces aspects-là, on a deux approches. L'approche ici, en fait, c'est le temps de simulation, donc de semaine à seconde. Ici, c'est le côté fidélité, c'est-à-dire à quel point on est sûr des résultats qu'on a, à quel point on a des hypothèses. Donc côté haute fidélité, qui est un peu la spécialité du Surfax et qui s'apprend des semaines, et donc on a besoin de beaucoup d'HPC, il y a vraiment le cas où en gros il n'y a aucune hypothèse. En fait, en gros, on simule vraiment le moteur de l'éolienne, donc la pale avec le vent, elle tourne. On n'a pas d'hypothèse, mis à part peut-être. Donc justement, comme je disais, c'est wall model, c'est-à-dire on va pas résoudre l'écoulement à la paroi, on va avoir un modèle pour la paroi comme pour les avions. Par contre, derrière, il y a ces modèles-là, en fait, les modèles beaucoup plus simples, qui sont en fait des modèles en fait généraux, qui permettent justement d'aller regarder en fait ces fermes-là, parce qu'on peut en mettre autant qu'on en veut.
donc ça va beaucoup plus vite. Ils sont compatibles avec des échelles plus de design, mais par contre, ils ont que des hypothèses, en fait. Donc du coup, on se retrouve avec ce cas-là, genre on arrive à faire une ou deux, mais là, pour une ferme, on en a besoin de 80. Donc comment faire pour réussir à faire ça? Du coup, en fait, on utilise justement une des forces du Surfax qui est capable de faire du multi-fidélité. Donc utiliser la partie haute fidélité pour donner en fait de l'information à la basse fidélité et reproduire en fait la simulation, la vraie physique. Donc pour ça, on s'appuie en fait sur le code AVP que certains d'entre vous ont vu depuis plus de 20 ans, donc je ne vais pas non plus vous raconter toutes les histoires. Mais aujourd'hui, AVP, donc aujourd'hui, réussit à faire des calculs de turbulence complexes. Là, c'est un challenge qu'on a fait avec Gency et Price sur une turbine complète. Donc vous voyez en fait les mêmes technos de turbofan, de compresseurs, qui sont en fait dans un moteur. Pourquoi pas les utiliser justement pour faire des éoliennes. Il y a tout ce qui est turbulence en fait, qui est généré par ces pales, tout ce qui est en fait écoulement complexe et massivement parallèle, haute fidélité. Donc voilà, du coup on a décidé d'utiliser ces technologies. Donc alors pour juste une partie modélisation, donc vous voyez ici on utilise la méthode chimère où en gros la partie rotationnelle ici elle va vraiment tourner en fait, ça tourne en bloc. Et on a une partie statique qui va en fait donc du coup pas tourner et c'est couplé en fait avec la méthode chimère avec des overlaps et en utilisant notamment le coupleur Sweepy de Lonera. On va utiliser en fait des travaux qu'on pourra discuter si vous voulez de Physics Inspired Mesh Adaptation. Donc en fait en gros on utilise la physique pour adapter le maillage et vraiment avoir les sillages comme il faut. Donc vous voyez vraiment ici ça c'est le champ de métrique et on utilise un outil développé en collaboration avec l'INRIA basé sur MMG qui permet en fait vraiment de récupérer le maillage comme il faut. Et ça permet de faire ça. Donc du coup, calcul haute fidélité de éoliennes. Ici, c'est deux éoliennes. Donc une première, vous voyez, qui voit en fait juste le vent et donc génère des vortex ring assez standards. Et vous voyez déjà tout de suite en fait la turbulence générée par le pylône. Et le deuxième qui détruit totalement cette cohérence. Donc vous imaginez qu'est-ce qui se passe au bout du dixième. Donc c'est ce genre de choses en fait qu'on essaie de comprendre. Maintenant, le problème, c'est que ça, déjà, le coupleur Sweepy en question, il ne tourne pas encore sur GPU. Donc, en fait, on ne peut pas le faire. On a en fait une thèse en collaboration en général sur le sujet, donc ça viendra, mais pas tout de suite. Mais, donc, du coup, en fait, en gros, il faut qu'on fasse tourner ça sur des machines type Janzé, type Adastra, donc regardez la partie GPU. Maintenant, d'abord, je vais vous parler de validation quand même, histoire de dire que pour dire, c'est pas que des jolies images. Donc, on a des travaux qui sont basés sur une expérience de NTNU. En fait, c'est justement, ils ont fait une et deux pales avec ces mesures. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais vous voyez donc les profils ici, ça c'est pour la partie scientifique. Vous voyez la simulation en très plein. Les symboles, c'est différentes expériences ou d'autres calculs. Et en gros, ça colle. Donc là, c'est ici avec deux éoliennes. Donc on peut vraiment faire confiance à ces résultats et se dire, bon ok, on arrive à faire ces deux résultats, qu'est-ce qu'on peut en faire pour la ferme d'éoliennes qu'on ne peut pas faire, donc du coup, comme je vous dis, sur GPU aujourd'hui. Donc pour ça, en fait, du coup, on a proposé comme challenge de faire cette ferme-là de 80 éoliennes. On a porté en fait le code intégralement sur Adastra, donc du coup, le solver tourne intégralement sur les GPU EMI 250. Le code est en Fortran, on utilise l'OpenACC. Et aujourd'hui, donc pour l'instant, on est limité à 32 nœuds, mais bon, l'idée c'est de monter à plus, donc ça va venir. Et donc du coup, comment on fait ça? Donc d'abord, comment on passe de ça à ça? Ça, c'est la première question. Pour ça, en fait, on utilise un modèle d'actuateur, en fait. Donc du coup, c'est un modèle qui moyenne en fait la force de la turbine sur l'écoulement. On fait en fait une hypothèse qu'on a une espèce de tube qui correspond à la turbine. On récupère les caractéristiques de cet actuateur par rapport à cette simulation-là. On en fait le projette sur le maillage et on en met 80 les unes à côté des autres. Et c'est comme ça en fait qu'on se retrouve avec une ferme d'éoliennes qui aujourd'hui peut tourner sur GPU. Et voilà pour donc un premier résultat en fait sur Adastra qui tourne aujourd'hui donc sur les GPU directement. Donc vous voyez la taille du maillage est plutôt raisonnable, 125 millions d'éléments. C'est la même taille que le calcul avec la méthode chimère. Donc vous voyez c'est quand même plutôt rentable si je puis dire côté taille du problème. Ce même calcul sur une machine CPU tournerait 30 fois moins vite. Donc en fait, on a quand même un gain de temps de retour pour l'utilisateur assez conséquent. En gros, voilà, vous voyez, on tourne quand même déjà des trucs de 2000 secondes. Vous ne l'avez pas vu tout à l'heure sur l'image, mais on était à 10 secondes sur la méthode chimère. Donc c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus caractéristiques.
Par contre, évidemment, ceux qui connaissent un peu le domaine, ils vont se dire, tiens, il y a quand même des choses un peu bizarres. Bah, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas assez de turbulence en fait, au niveau de la première éolienne. Et on a en fait tout de suite en fait, une dégradation des sillages derrière. Donc ça, c'est les premiers résultats scientifiques qui viennent de sortir cette semaine. Hein. Donc vous m'excuserez s'ils ne sont pas parfaits. Mais en gros, on regarde la puissance par rapport en fait, à la ligne de l'éolienne. Donc ici, vous voyez le champ d'éolienne, l'orientation du vent, les colonnes, les lignes. Ça, c'est les numéros de la ligne. Et donc, quand on regarde en fait, le trait plein ici, c'est notre simulation. Les carrés, c'est l'expérience de Horn, rêve. Et donc, du coup, on voit qu'on a quand même un problème en fait, à l'initialisation. En fait, la turbulence qu'on donne à la première éolienne n'est pas suffisante. Et derrière, en fait, tout ce qui est sillage derrière, ça se dégrade très très vite. On n'a pas en fait exactement la physique comme il faut. Par contre, on commence à avoir des résultats assez intéressants, c'est-à-dire qu'on a une dispersion du comportement des lignes d'éoliennes. Donc l'hypothèse qu'en quoi toutes les lignes sont pareilles, ce n'est pas vrai en fait, en tout cas dans notre cas. Donc déjà, ça enlève une hypothèse des modèles actuels. Il faudrait vraiment que les modèles actuels utilisent des caractéristiques par ligne à minima. Donc notre phase suivante, en fait, ce qui est en train de tourner en ce moment, c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer, c'était en fait le domaine actuel. Donc vous voyez toute la ferme et tout ça avec un maillage plutôt raisonnable mais pas parfait. Et donc on a utilisé justement nos capacités d'adaptation de maillage pour générer en fait ce nouveau maillage où on récupère vraiment la couche limite atmosphérique jusqu'à 500 mètres. On passe en fait de 124 millions d'éléments à 102, enfin 1,2 milliard d'éléments. Et c'est ce qui est en train de tourner en fait en ce moment. Évidemment, au niveau perspective derrière, qui dit offshore, il y a quand même quelque chose qui manque. La houle, voilà, donc le mouvement de l'eau, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc l'idée, c'est de rajouter en dessous de cette éolienne une loi qui permette en fait de faire le mouvement, en fait, prendre en compte le mouvement de l'océan à ce moment-là, enfin la mer, je ne sais pas comment on appelle là, à ce moment-là. Voilà. Donc c'était un peu rapide, mais vous voyez, donc du coup, on a quand même pu faire une avancée scientifique majeure et on est vraiment en train d'aller vers des cas beaucoup plus physiques et beaucoup plus intéressants, que ce soit pour la communauté et pour nos étudiants et pour nous. Si vous avez des questions. C'était rapide, mais très clair et très pédagogique. On m'a dit qu'il fallait faire vite. Ouais, mais il y a aussi le message. Donc, question, André. Merci beaucoup. Justement, j'avais une curiosité sur la question de la mer. En fait, expérimentalement, le fonctionnement de ces pales éoliennes, elles ne vont pas aussi générer des vagues sur la mer elle-même? Normalement, non. Elle ne génère pas de vagues. C'est le vent qui génère le vague. Alors la question, c'est est-ce que le sillage va être assez fort pour en arriver en bas? Mais ces pylônes sont super hauts. Donc normalement, d'accord, on les gare haut à cause de ça. Voilà. Okay. C'est du 250 mètres. Donc pour que ça arrive à la mer, il y a des choses bien avant qui vont arriver à générer la houle. Ouais. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'est juste une question comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux que les éoliennes soient toutes alignées, comme c'est sur le schéma, là, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elles soient décalées? Alors justement, pour l'instant, on ne fait pas d'optimisation. Pour l'instant, ils les mettent totalement soit alignées, soit en fait en quinconce. En final, il n'y a pas de chiffres vraiment. Il y a des modèles à la main qui disent que c'est mieux quand même en aligné, parce qu'en quinconce, on va faire beaucoup plus de sillage partout. Et au final, les dernières éoliennes, elles ne vont rien voir. Ils vont vraiment avoir beaucoup de perturbations. Mais ce qu'on a vu déjà là avec ces simulations-là, c'est qu'en fait, toutes les lignes ne sont pas pareilles, même en aligné. Là, on les fait en aligné. Donc, il y a clairement du travail derrière à prendre en compte là-dessus. Merci. Normalement, les parcs d'éoliennes sont placés d'une façon très régulière. Est-ce que c'est évident que ça, c'est la meilleure façon d'optimiser le flux? Non, c'est la même question, justement. En fait, c'est aujourd'hui, du point de vue mathématique, oui, si on prend en compte que chaque éolienne voit la même chose. Mais le problème, c'est que déjà, dans cette simulation-là, on a vu qu'ils ne voient pas la même chose. Donc, de toute façon, c'est une hypothèse très forte qui, la simulation... Non, excusez-moi, c'est pas ça ma question. Si au lieu de prendre un réseau régulier... Alors, c'est évident que vous allez montrer qu'il y a cette... L'efficacité dépend où est l'éolienne, mais à la fin, on s'en fout que l'éolienne 25 produit quelque chose. On veut optimiser la totalité. Puissance totale du parc. Oui, ça c'est la deuxième partie en effet. Voilà. Et ça, clairement, il n'y a pas de réponse actuellement, j'avoue. On part de l'hypothèse que toutes sont pareilles, mais pour l'instant, on sait D'accord, merci. Ouais. Merci Walter. Moi, j'ai envie de poser une question, mais vraiment néophyte. Pas de problème. L'hypothèse, c'est que toutes les éoliennes sont les mêmes. Est-ce qu'elles pourraient être à des
hauteurs différentes? Est-ce qu'il y a de l'optimisation spatiale? Alors, normalement, oui, il devrait y avoir de l'optimisation spatiale. Le seul problème, c'est que les produire de façon différente, il y a des économies d'échelle de les faire toutes pareilles. Et puis les installer à des hauteurs différentes aussi, ça peut poser problème. Mais en effet, ça fait partie des optimisations possibles, de mettre des niveaux différents, en fait, genre deux hauteurs, par exemple, de l'éolienne. Mais aujourd'hui, c'est clairement pas quelque chose qui est exploité. Aujourd'hui, on prend une seule hauteur et puis c'est fini. Et je me posais aussi la question, même si ce n'est pas encore l'optimisation, Ouais. finalement, quel est l'objectif recherché en termes d'optimisation d'énergie? C'est-à-dire, on pense que c'est du 10%, 20%? J'avoue, je n'ai pas le chiffre. D'accord. Aujourd'hui, en fait, on est plus on place en fait une zone d'éolienne où il y a beaucoup de vent et on espère de récupérer la puissance, mais on n'est pas à optimiser vraiment le parc complet, vraiment positionner chacun et savoir combien c'est. Aujourd'hui, juste avec l'orientation du vent, vous pouvez changer de 20% l'énergie produite. Donc, c'est très fluctuant l'éolien, c'est un des problèmes en fait. Eh bien, merci. En tout cas, c'est une très belle utilisation des calculateurs et des GPU. Et j'espère bientôt vous montrer donc, la haute fidélité. Voilà, on parlait ce matin d'applications sociétales. On voit bien l'intérêt pour tous les enjeux. Merci encore.